au sein d'Israël. Quand Moshe Rabbeinu devait quitter ce monde, Dieu va lui dire, tu ne vas pas quitter ce monde tant que tu n'as pas pris vengeance des Midianim. Nakom nikmat bene Israël met Midianim, ve'achar te'asef el amecha. Et lorsqu'ils sont partis en guerre contre les Midianim, ils sont revenus avec du butin. Dans ce butin, il y avait beaucoup d'ustensiles culinaires en métal, toutes sortes de métaux, que ce soit du fer, du cuivre, de l'étain, du plomb, barzel, nehoshet, bedil, oferet. Et ces kélim-là, puisque les goïms les avaient utilisés pour du non cachère, Akadosh Baruch Hu va dire au Bnei Israël, vous ne pouvez pas les utiliser directement. Il faut les cachériser. Et comment les cachériser? C'est par le même billet tel qu'ils ont absorbé, ainsi ils vont évacuer le goût du non-cachère qu'ils ont absorbé. Par exemple, une marmite qui était sur le feu, on a mis dedans de l'eau et on a mis dedans des morceaux de porc, de cochon. Eh bien, cette marmite-là, elle est non cachère car elle a absorbé le goût du cochon. Mais comment maintenant on va pouvoir la cachériser? Quelqu'un qui se trouve en montagne et il n'a pas d'ustensile avec lui. Il n'y a que des marmites sur place du goy de qui il a loué le chalet. Comment il va faire pour pouvoir le cachériser cette marmite? Eh bien, il a rempli à rabord, après l'avoir bien nettoyé convenablement, car c'est le principal travail le plus laborieux, le plus difficile dans la cachérisation, c'est le nettoyage avant la cachérisation. S'il y a le moindre écran, la moindre saleté, eh bien, la cachérisation n'est pas valable. On apprend du pasouk Ach et bedil veta oferet. Ach qui veut dire seulement. Le keli doit être nickel. Donc il faut bien nettoyer, bien frotter, astiquer. Une fois que c'est propre, on remplit le keli à rabord d'eau bouillante et il sera cachérisé ainsi lorsque l'eau a atteint l'ébullition, jusqu'à déborder. Et pourquoi c'est cela qu'il faut faire? Parce que, comme j'ai dit, quand on a mis ces morceaux de cochon dans l'eau, dans la casserole a absorbé par le biais de l'eau. Alors, comme elle a absorbé le goût de l'interdit par le biais de l'eau, cette même casserole ne pourra être cachérisée que si on y a bouilli dedans de l'eau bouillante. C'est l'eau bouillante qui va extraire le goût. Mais si c'était par exemple des grillades, imaginons des grillades. Donc ils ont pris les grilles, ils les ont mis sur le barbecue, et sur ces grilles, qu'est-ce qu'il y avait sur ces grilles? De la viande non cachère. Comment on pourrait cachériser tout ce qu'on avait récupéré chez les Midianites? Eh bien, étant donné que ces broches, ces grilles ont absorbé le goût de l'interdit par le biais du feu, on ne pourra cachériser ces grilles, ces broches, qu'avec le feu. Kol asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh, nous dit la Torah. Il faut mettre sur le feu jusqu'à chauffer à blanc, jusqu'à ce que le fer rougisse, le métal soit totalement rougi par le feu, à tel point de ce qu'on appelle Hachiyu nitzotzot nitazin mimenu. C'est quoi nitzotzot nitazin mimenu? Qui est des étincelles qui jaillissent. Comment les étincelles vont jaillir? Eh bien, en prenant par exemple une cuillère et on tape dessus, on prend un petit bâton et on voit qu'il y a des étincelles qui jaillissent. Ça veut dire que le métal a suffisamment brûlé. Il a chauffé à blanc. Liboun, ça vient du mot lavan. Liboun en hébreu qui veut dire cachériser le métal par le feu, c'est le chauffer à blanc. Car en effet, après avoir rougi, le fer blanchit. Il est nickel. Et si l'absorption du goût de l'interdit a été faite non pas par le feu directement, mais par le biais de l'eau bouillante. Comment? Par exemple, on a pris
des vermicelles, d'accord, qui étaient pré-cuites. Et on les a mises dans un kéli. Je prends ma bouilloire et je verse dans les vermicelles. Ma bouilloire, qu'est-ce qu'elle est? Elle est kéli rishon. Mais quand j'ai versé, l'eau a refroidi dans l'air. Ça s'appelle irouï mikli rishon. Quand ça atteint l'assiette, ça s'appelle kéli sheni. Donc je répète, la bouilloire, quand elle est en train de chauffer sur le feu, c'est-à-dire à la prise, à ce moment-là, elle s'appelle Keli Rishon à la Esh. Dès qu'on retire la bouilloire de la prise, ça s'appelle Keli Rishon chez l'eau al gabé à Esh. Quand on verse le contenu de la bouilloire, l'eau bouillante est versée dans l'air, donc le filet d'eau qui va vers l'assiette, comment ça s'appelle? Airouï mikli rishon, versement du premier Keli. Et lorsque ça atterrit dans l'assiette, qu'est-ce que ça devient dans l'assiette? Keli sheni. Donc Keli rishon chez al gabé à Esh. Keli rishon chez l'eau à la Esh. Airouï mikli rishon, Keli sheni. Et en fonction de la température au travers de laquelle le Keli a absorbé le Issour, c'est ainsi qu'il va falloir procéder pour cachériser le Keli. Kebol'o, Karpolto. Comme il a absorbé, ainsi il va dégorger et dégager et évacuer le goût de l'interdit. Si tout ça est valable pour du non-cachère, comme les Kélim qu'on avait récupérés après la guerre contre les Midianites, où évidemment c'était de viande non cachère que les Goïm avaient cuisiné dedans, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du Hametz. Le Hametz est moins grave avant Pessah, le Hametz est moins grave que du cochon ou autre. Pourquoi? Car le cochon s'appelle Issour. Il est interdit toute l'année. Le Hametz avant Pessah, il est permis. Le Hametz avant Pessah, il est cachère. Il est interdit que pendant Pessah. Donc la cachérisation, elle est a fortiori valable avant Pessah. Et donc, c'est comme ça qu'on doit cachériser, en respectant les règles de Kebol-O, Karpolto. On doit utiliser la même température. La même température. Maintenant, parlons des matériaux cachérisables. Lesquels matériaux sont cachérisables? Il y a le métal, évidemment, c'est cachérisable, puisque la Torah elle-même nous l'a dit, mais même les kélim en bois sont cachérisables. Ça a absorbé, et avec de la même façon, par exemple, j'ai pris une spatule pour remuer une soupe de vermicelle, la spatule de bois a absorbé du hametz, des vermicelles. Qu'est-ce que je fais pour cachériser cette spatule? Eh bien, je prends pareil une casserole pleine d'eau, et on met dedans la spatule dans l'eau bouillante quand elle a atteint l'ébullition, et c'est comme ça que la spatule en bois, elle est cachérisée. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelque chose de différent entre Agalat Kelim et Tevilat Kelim. La Tevila de Kelim, c'est-à-dire la purification, entre guillemets, du Keli qu'on a acheté chez le Goy, qu'on va tremper dans le mikvé, eh bien, le Keli doit être trempé en même temps, entièrement. Moitié du Keli dans le mikvé, le sortir et après mettre l'autre moitié. Non, ce n'est pas possible. Comme une personne, quand elle se trempe, il ne faut même pas qu'elle ait un cheveu à l'extérieur de l'eau. Mais pour la Hagala, pour la cachérisation, ce n'est pas pareil, puisque c'est juste une histoire de goût de l'interdit qu'il faut évacuer. Alors, on peut cachériser en 2 fois, en 2 temps, en 3 temps. Ça veut dire, par exemple, il est trop grand pour rentrer dans la grosse marmite,
Alors, on va cachériser la moitié du kéli d'abord, on fait sortir et on cachérise l'autre moitié. Il n'y a pas de problème de cachériser en deux temps. Ça, c'est le din de cachérisation, ce qu'on appelle Hag'alat Kelim, qui est différent de Tevilat Kelim. Maintenant, quel est le matériau qui n'est pas cachérisable? Vous le savez, c'est le Heres. Heres, c'est quoi? C'est l'argile. L'argile, étant donné que c'est un matériau poreux, alors il absorbe. Vous savez, comme les tagines, des plats que vous voyez chez les Bédouins en argile, eh bien, ces plats-là, vous mettez dedans du couscous, on a cuit dedans du couscous, ça a absorbé du chametz. Maintenant, tu vas me dire, allez, on va mettre dedans de l'eau chaude, et on va mettre à bouillir, et on va cachériser. Non, ce n'est pas cachérisable. Pourquoi? Parce que, en effet, le matériau, la paroi du kéli en argile, elle est tellement poreuse qu'elle absorbe. Et tu ne peux pas tout retirer avec de l'eau chaude en une fois. Tu vas mettre de l'eau chaude, tu vas bouillir, allez, tu vas avoir du goût. Après une deuxième fois, tu mets à bouillir, encore tu vas avoir du goût. Troisième fois, tu en auras encore. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout pour extraire tout le goût du chametz qui est introduit dans les parois. C'est pour cela que la cachérisation n'est pas cachère, n'est pas possible pour le Keli Heres. La seule chose qui aurait été valable pour le Keli Heres, c'est le liboun, c'est-à-dire brûler. Si on pouvait par exemple prendre un chalumeau ou bien le Keli lui-même, le déposer sur le feu, le brûler, eh bien, dans la théorie, ça aurait été valable. Pourquoi Chachamim ont dit non? Chachamim ont dit non de peur que l'homme ait, comment on appelle ça, qu'il ait des égards et qu'il craigne d'exploser son kéli. Il va se dire, attention, je vais le mettre sur le feu, mais très peu de temps, à peine frôler les flammes, parce que j'ai peur qu'il explose. De ce fait, Chachamim ont dit, étant donné que l'homme risque de ne pas faire un bon liboun au kéli en argile, alors ils ont interdit la cachérisation du kéli heres. L'eau bouillante ne suffit pas, et le feu qui s'appelle liboun qui suffirait, Chachamim ont interdit malgré tout, de peur que l'homme ne fasse pas sérieusement ce liboun. Et tout de même, il existe un cas de liboun pour kéli heres. Seulement, vous êtes un peu étonné que je vous parle de l'argile, car aujourd'hui, on ne se sert pas de l'argile. Mais c'est important ce que je vous dis parce que ça va toucher à la porcelaine. On va en parler juste après de la porcelaine, mais comprenons d'abord la base. La base, on nous parle de Heres. Et après, on reviendra à l'actualité de la vie moderne avec la porcelaine. Mais à la base, quand on nous a parlé dans la Gemara et dans la Halacha de Keli Heres, c'était de l'argile. C'était poreux. On a bien compris. Mais la halakha elle-même nous dit que si l'homme a pris son Keli Heres et il a introduit dans le grand Kibshan un grand four où il y avait un grand bûcher, un foyer de feu extrêmement fort, eh bien c'est cachère. Pourquoi? Si l'homme a été capable de le mettre dans le four, c'est qu'il s'en fiche que ça explose. Il n'a pas peur. Dans ce cas-là, c'est cachère, c'est cachérisé. Je voudrais d'abord aborder une question qui m'a été posée juste aujourd'hui. Les poils en téflon, en téfal. Il y a une couche de téflon sur les poils en téfal. Normalement, une poêle est cachérisable avec la ga'ala pour les sfaradim. Le Shulchan Aruch nous dit qu'une poêle, étant donné qu'on met de l'huile pour frire, donc
la poêle est absorbée que par le biais du liquide. Et on a déjà dit que tout kéli qui absorbe le goût de l'interdit par le biais du liquide est cachérisable avec du liquide. Donc, on n'a pas besoin de brûler la poêle dans le feu avec un chalumeau. On pourrait se suffire d'introduire la poêle à l'intérieur de l'eau chaude ou remplir la poêle jusqu'en haut d'eau bouillante. Ça aurait été aussi possible. Seulement, quel est le problème? Le problème, c'est que aujourd'hui, on nous vend des poêles avec une couche de téfal. C'est pour empêcher l'adhésion, pour pas que ça colle à tout ce qu'on met à frire, pour pas que ça colle, alors on met du téflon. Le téflon est un anti-adhésif. Mais la problématique du téflon, c'est que lui, il est assimilé au kli heres, c'est-à-dire qu'il absorbe et il ne dégage pas tout avec de l'eau chaude. À chaque fois, un petit peu de goût. Et donc, voilà pourquoi la poêle de téflon est problématique. Alors, comment la cachériser? Avec un liboun, mais on a dit que les chachamim craignent que l'homme ne fasse pas sérieusement le liboun. Qui prendrait un chalumeau et se mettrait à brûler son téflon, la couche de téflon sur la poêle de téfal. De ce fait, il y a lieu de craindre que la personne ne fasse pas le liboun de la poêle en téfal convenablement. Alors, le conseil que j'ai donné, c'est de retirer, de dévisser le manche de la poêle et de le mettre dans le four à pyrolyse. Car le four, puisqu'on en parle, le four à pyrolyse atteint 500 degrés. Le four atteint 500 degrés de 470 au moins degrés de chaleur. Et ça s'appelle l'iboun. C'est cachère, même pour quelque chose qui a absorbé par le feu. Un four est cachérisable à ce titre. Pourquoi le four est cachérisable quand il est à pyrolyse? Eh bien, parce que la pyrolyse, elle peut brûler suffisamment jusqu'à dépasser même la notion de nitzotzot nitazin mimenu, c'est-à-dire 370 degrés. 370 degrés, c'est la température des étincelles qui jaillissent. Quand on arrive à 470, 500 degrés, comme par la pyrolyse, c'est évident que c'est valable. Et valable, je vais vous dire dans quelques secondes la différence entre un four à catalyse et un four à pyrolyse. Mais d'abord, je voudrais juste dire qu'étant donné que la poêle en téflon avec du téfal qu'on mettrait dans le four à pyrolyse, eh bien c'est cachérisé. Exactement comme c'est écrit dans la halacha pour les kli heres. Tu prends un kéli en argile, tu le mets dans le kivshan, c'est cachère. Eh bien là aussi. Si l'homme n'a pas eu peur de mettre sa poêle en téflon dans la pyrolyse, alors tout va bien. Il n'y a plus aucun risque. Alors, le four. Quelle est la différence entre un four à catalyse et un four à pyrolyse? Le four à pyrolyse est cachérisable très facilement. Pas seulement les parois du four, mais même les tôles. Même les tôles que l'on mettrait à l'intérieur, si on n'a pas peur que ça s'abîme, les grilles, on n'a pas peur que ça s'abîme, eh bien c'est cachérisé. Car ça a brûlé. Ça a atteint le niveau de l'iboun. Tout va bien. Par contre, le four à catalyse, il arrive au maximum 250 degrés ou 300 degrés. En tout cas, il n'atteint pas les 370, qui est le niveau de température requis pour un bon liboun. Alors, le four à catalyse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses à faire. Premièrement, brûler après nettoyage, nettoyer, bien nettoyer avec ce qu'on appelle messir shumanim, quelque chose qui est très très fort comme acide. Les produits aujourd'hui, on appelle shumanite,
eh bien, ça enlève toute la saleté, bien nettoyer, et après mettre à brûler une bonne heure, c'est-à-dire 1 heure et quart, parce qu'il y a un quart d'heure déjà pour que ça arrive au maximum. Il faut déjà un quart d'heure pour que ça atteigne le maximum de la chaleur de 250 degrés, et après laisser pendant une bonne heure brûler. Mais le problème, c'est les tôles, les grilles. Lorsqu'on pose du pain directement sur la tôle, même si c'est avec du papier sulfurisé, le papier sulfurisé n'est pas considéré comme une interruption entre le pain et la tôle, car on voit bien la marque des gâteaux. Quand vous mettez sur le papier sulfurisé, vous voyez en dessous qu'il y a des traces sur la tôle elle-même. Ce qui veut dire que les plaques du four, elles, ont absorbé le goût du chametz pendant toute l'année par le biais du feu. Il n'y avait pas d'eau. Le pain ou le gâteau était directement en contact avec la tôle. De ce fait, la cachérisation ne peut se faire que par le liboun. Or, le liboun, il faut atteindre un minimum de 370 degrés, minimum. Et ça, on ne l'obtient pas avec un four à catalyse. C'est pour cela que les tôles ne sont pas cachérisables dans un four à catalyse. Si on veut les utiliser, alors il faudra les recouvrir d'un papier aluminium. Et ensuite, quand on veut poser dedans, dans le four, des aliments, il ne faut pas poser directement sur la plaque. Il faut mettre, par exemple, dans une barquette en alu ou dans un kéli et veiller à ce qu'il n'y ait pas de liquide sur la tôle. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de liquide entre la tôle, la plaque, et la marmite qu'on va poser là-bas. C'est pour ça qu'on met du papier aluminium, car il faut que j'explique quelque chose d'important. Si je prends 2 marmites et je les colle, les 2 sont sur le feu. Les 2 sont brûlantes. Une de viande et une de lait. Est-ce qu'il y a un problème? On aurait pu dire oui, car le goût du lait va passer de la casserole de viande à la casserole de lait. Réponse non. S'il n'y a pas de liquide entre les 2, rien ne se passe. Métal collé au métal, il n'y a pas de transfert de goût. Sauf s'il y a un liquide au milieu qui fait le conducteur. S'il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de goût qui passe. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut mettre du papier aluminium sur la plaque de four, et ensuite on arrive avec sa barquette de poisson et on pose pendant Pessah, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Grâce au papier alu, il n'y aura pas d'eau qui va atteindre la plaque du four pour aller chercher le goût du chametz. Sinon, ce serait interdit de poser une plaque directement sur la plaque. C'est-à-dire un plat de poisson directement sur une plaque chametz, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir du liquide qui va border du plat de poisson, et il va se mettre entre le plat de poisson et la plaque de four, et il y aura du goût de chametz qui va aller de la plaque du four à mon plat de poisson, puisqu'il y a du liquide entre les deux, parce que ça déborde très facilement dans le four, le liquide. Donc c'est pour ça que je dis, en mettant du papier aluminium sur la plaque, eh bien à ce moment-là, on pourrait se servir. Et qu'est-ce qu'on a gagné en brûlant pendant 1 heure le four avant Pessah? C'est qu'au moins, il n'y ait pas de goût du chametz réel. C'est-à-dire, vous le savez, que si on a vraiment du chametz ba'ayin, du vrai chametz dans le four, eh bien, le goût du chametz, il va dans tout le four. Tout ce que je mets dedans reçoit le goût. Mais, étant donné que j'ai mis à brûler avant Pessah pendant 1 heure, donc ça, il n'y a plus de chametz à l'extérieur. Il n'y a plus de chametz qui se promène, qui se balade dans le four. J'ai nettoyé avec le Messir Shumanim. J'ai en plus brûlé pendant 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a à craindre? La seule chose qu'il y a à craindre, c'est que, par exemple, si on mettrait des halotes et que ces halotes gonflent, elles débordent et qu'elles toucheraient les parois du four, à droite et à gauche. Ça, c'est problématique. Mais on ne met pas de halotes pendant Pessah.
D'accord? Avant Pessah, les chalotes, elles ont touché les parois du four. Mais pendant Pessah, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir par exemple du poulet rôti. Si je mets du poulet à rôtir dans le four et qu'il touche les parois, eh bien c'est un problème, parce qu'il va absorber le goût des chalotes que j'avais mis avant Pessah là-bas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre du papier aluminium même sur les parois. Comme ça, même si jamais, par inadvertance, mon poulet rôti il a touché les parois, eh bien, le goût n'est pas passé. Voyez-vous, s'il ne touche pas les parois, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est éventuellement si ça touche les parois. Donc, par mesure de précaution, mettre du papier aluminium, tout ça, c'est pour un four à catalyse. Mais pour un four à pyrolyse, on n'a besoin de rien, car la pyrolyse, comme j'ai dit, c'est une cachérisation parfaite pour le four. Maintenant, parlons du lave-vaisselle. Est-ce qu'on peut cachériser un lave-vaisselle pour Pessah? Alors, déjà, il faut savoir que le matériau qui s'appelle le plastique, ça fait l'objet d'une grande discussion. Est-ce qu'il est cachérisable? Le plastique, c'est un matériau nouveau. Eh bien, c'est un résidu de pétrole. Rav Moshe Feinstein Zatzal disait qu'on ne sait pas de quoi est-il constitué et on ne sait pas quelle est sa nature. Peut-être qu'il ressemble au kli cheres et qu'il n'est peut-être pas cachérisable, comme le kli cheres n'est pas cachérisable. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal et beaucoup d'autres poskim disent que le plastique est cachérisable. Et dans la même formule, comme on a dit, Kebolro Karpolto, comme il a absorbé, avec la même température, il va dégorger et évacuer le goût. De ce fait, si le plastique est cachérisable, passons au lave-vaisselle. Il y a beaucoup d'éléments plastiques dans le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle a absorbé avec une température de 70 degrés. La machine à laver la vaisselle, elle monte à une température de 70 degrés. Comment va-t-on cachériser ce lave-vaisselle? Il faut d'abord le nettoyer en retirant tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est démontable, il faut le démonter. Bien nettoyer, bien récurer. Tout ça doit être nettoyé, comme j'ai dit, avec des produits détergents très forts. Une fois que tout est bien nettoyé, on met la machine à tourner à vide avec du savon dedans. Et avec ça, ça suffit. Pourquoi? C'est que je vais dire déjà que la machine à laver la vaisselle, elle a un plus au niveau cachérisation. C'est que tout ce qu'elle absorbe, c'est d'emblée quelque chose de dégoûtant. Car lorsqu'on met des assiettes sales à l'intérieur, avec du produit détergent pour laver la vaisselle, eh bien, les parois de la machine à laver, ainsi que toutes les, comment on appelle ça, les filets qui tiennent les kélim, tout cela, ça a absorbé un goût écœurant. Et nous avons une règle, qu'en réalité, un goût dégoûtant ne rend pas l'aliment non cachère. Même un aliment non cachère, s'il dégage un goût dégoûtant, eh bien, il n'interdit pas l'aliment cachère. Je répète, prenons, sans vous écœurer, sans vous dégoûter, prenons, par exemple, du cochon, qui était avec un goût qui était pourri. C'était de la viande qui avait pourri. D'accord? Ce cochon-là, il a donné du goût à la marmite. Cette marmite-là, maintenant, est-ce qu'elle est non cachère ou pas? D'après vous, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez que c'est non cachère. Eh bien, figurez-vous que c'est cachère. Pourquoi? Car cette marmite,
elle n'a pas absorbé du goût de non cachère. Étant donné que c'était écœurant et dégoûtant, alors un goût dégoûtant, la Torah ne l'a jamais interdit. C'est une règle. On l'apprend du passouk suivant. L'autor kol nevela. La guerre asher mish'arecha titenena va'achala o machor la nochri. Ne mangez pas de charogne, n'est-ce pas? Vous pouvez la vendre à des non-juifs qui voudraient l'acheter. Et les Chachamim nous disent que pourquoi est-ce que la Torah nous a dit tu peux la vendre à un non-juif puisque c'est une évidence? C'est pour te dire que si lui ne peut pas la manger si lui peut la manger parce qu'elle est comestible, alors pour toi, c'est assourd de la manger. Mais si la charogne, elle a pourri, la viande, elle est dégoûtante, dans ce cas-là, elle n'est plus mangeable. Même un non-juif ne mangerait pas de la viande qui a pourri. C'est toxique, c'est dangereux. Donc, si pour lui ce n'est pas comestible, pour toi ce n'est plus interdit. En d'autres termes, la Torah n'a interdit que ce qui est apte à manger. Si ce n'est pas consommable pour un être humain, un non-juif n'en mangerait pas, alors un juif n'est pas frappé d'interdiction. À partir de cette règle, on en déduit quelque chose de très fort. C'est que noten ta'am nifgam mutar. Traduction. Un goût mauvais est permis. Alors écoutez maintenant quelque chose d'extraordinaire. Ce principe a fait dire aux Chachamim que si par exemple une marmite, elle est restée 24 heures sans utilisation, même si elle avait absorbé du non-cachère, après 24 heures, cette marmite-là, minatora, elle n'a pas besoin de cachérisation. Pourquoi donc la Torah nous a demandé de cachériser? Pourtant, après 24 heures, le goût de l'interdit qui était imbibé et imprégné dans les parois du Kéli s'est désagrégé, s'est détérioré tout seul. Dès que 24 heures passent sur un Kéli, le goût qui est absorbé à l'intérieur des parois se désagrège, se détériore, il devient dégoûtant. À tel point que si par erreur, vous avez cuit un plat cachère dans un kéli non cachère, qui était propre, eh bien l'aliment, le plat cachère, il reste cachère. Pourquoi il reste cachère? Pourtant, tu n'as pas cachérisé la marmite, parce que le goût qui était dans la marmite après 24 heures s'est détérioré. Maintenant qu'il est sorti, c'est un goût dégoûtant. Un goût dégoûtant n'interdit pas. Un goût dégoûtant n'est pas interdit, donc s'il n'est pas lui-même interdit, il ne peut pas interdire un aliment cachère. Alors bien sûr que vous allez me poser la question, je l'imagine. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah nous a demandé de faire une cachérisation? La réponse, la cachérisation dont parle la Torah, c'est seulement si on utilise un kéli pendant les 24 heures. Mais après 24 heures, on n'a pas besoin, selon la Torah, de cachérisation. Alors, qui est-ce qui nous a demandé de cachériser? On n'a qu'à attendre, tout simplement, attendons patiemment que s'écoulent 24 heures et tous les kélim sont cachers, n'est-ce pas? Et la vie est belle. Réponse, non. Hachamim, ce sont eux qui ont dit que même après 24 heures, il faut cachériser. Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, si tu permets une utilisation après 24 heures sans cachériser le kéli, au fil des générations, les gens vont oublier c'est quoi la cachérisation. Ils vont dire, moi, je n'ai pas vu ni ma mère ni ma grand-mère faire la cachérisation. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi? Car les premières générations, peut-être, ont laissé 24 heures s'écouler, mais les derniers ne comprennent pas c'est quoi cette histoire 24 heures, pas 24 heures. C'est pour ça que Hachamim ont dit, attention, tout kéli qui a absorbé un aliment non cachère, il faut absolument le cachériser. Donc, puisque c'est Midera Banane, on a une obligation de cachériser même après 24 heures, mais Hachamim ont dit que c'est sellement les Chatechila, a priori.
mais a posteriori. Si par exemple quelqu'un a oublié que cette casserole n'était pas cachère, il a cuit dedans un plat cachère, a posteriori, on n'interdit pas le plat. Il ne faut pas le jeter à la poubelle. Vous pouvez le manger. Bien que cette marmite n'avait pas été cachérisée avant, vous pouvez manger le plat. Pourquoi? Car ce plat, maintenant, il a absorbé le goût du non cachère, mais un goût qui était mauvais, un goût qui était détérioré. Et on a déjà dit que noten, ta'am, lifgam, c'est motard, c'est permis. Entre parenthèses, cette marmite, il faudra la cachériser même après. Ce n'est pas parce que le plat est resté cachère que la marmite n'a pas besoin de cachérisation. Comme on a dit, midera banane, il faut cachériser. Je vais le dire en araméen pour ceux qui comprennent l'araméen. Gzera ena batioma atu batioma. On a interdit après 24 heures de peur qu'on l'utilise pendant les 24 heures sans cachérisation. Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Je vous ai dit ça juste pour revenir au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, depuis le début, il n'a absorbé qu'un goût mauvais, un goût négatif, un goût détérioré, puisque non seulement qu'on met toutes les assiettes sales, mais admettons que les assiettes sales, c'est quand même que des aliments, donc c'est pas si mauvais que ça. Mais il y a quand même un produit détergent. Le produit détergent, quand il se mélange à l'eau du lavage, du lave-vaisselle, qu'est-ce qu'il fait? Que cette eau où il y a le produit détergent, c'est de l'eau dégoûtante. Donc cette eau-là, où il y a dedans des vermicelles avec du couscous, qui est du chametz, mais il y a aussi le savon. Et le savon, c'est écœurant. Donc maintenant, au moment où le lave-vaisselle absorbait le goût de tout ce qu'il y a à l'intérieur du lave-vaisselle, eh bien, c'est un goût dégoûtant. Donc, à la limite, je le dis à voix basse, à la limite, le lave-vaisselle n'aurait pas eu besoin de cachérisation, car il n'a jamais été interdit, puisque depuis le début, tout le goût qu'il a absorbé, c'était un goût dégoûtant. Mais nous, on essaye de faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cachérise. Comment on cachérise? Comme j'ai dit, on le nettoie bien, et une fois bien nettoyé, on le met à tourner au maximum de sa chaleur, en mettant en plus dedans un produit détergent, et on fait comme ça la gala, kebol o carpolto, en rajoutant que même si on prenait en considération la chita de Rav Moshe Feinstein qui est stricte et qui dit que le plastique n'est pas cachérisable, même selon lui, le lave-vaisselle devrait être cachérisable. Pourquoi? Parce que c'est un plastique qui a absorbé un goût mauvais depuis le début. Voyez-vous? Berchutrem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Alors les amis, je vais terminer avec une dernière halakha et ensuite donner une petite idée au niveau Hashkafa. Le verre, des verres en verre, des assiettes en verre, tout ce qui est zechouchit, tout ce qui est verre, est-ce que pour Pessah, on peut l'utiliser? Pour les Sfaradim, la vie est belle. Même pas besoin de cachérisation. Pourquoi? Car pour les Sfaradim, le verre est considéré comme un matériau imperméable qui n'absorbe pas du tout. Donc il n'y a rien à extraire comme goût de chametz, puisque le verre est imperméable, il n'a pas absorbé. Donc, pas besoin de cachériser, même si on l'avait utilisé à chaud. Tandis que pour les Ashkenazim, le verre est considéré comme Keli Heres, comme de l'argile, car l'origine du verre, c'est le sable. C'est du sable qu'on obtient le verre, et donc, puisque l'origine, c'est du sable, c'est comme la terre,
D'après eux, c'est considéré comme un élément poreux qui absorbe et que tu ne peux pas cachériser avec la gala. Tu ne peux pas cachériser avec de l'eau bouillante. Parce qu'à chaque fois, tu vas avoir encore un petit peu de goût du hisso. Et pour les Sfaradim, c'est facilement utilisable à Pessah sans problème, sans aucune cachérisation. Il faut juste bien nettoyer, bien laver. Enfin, je vais terminer la dernière halakha, c'est le micro-ondes. Micro-ondes. Cachérisable ou pas? Alors, le micro-ondes, ce n'est pas si simple que cela. C'est une grande histoire. Parce que, évidemment, c'est la nouvelle technologie de l'an 2000 qui fait que on a affaire à quoi? À des parois d'un four qui absorbent par le biais de la vapeur. Car l'électromagnétisme va faire que l'aliment qui se trouve dans le plat va chauffer. Il n'y a pas de résistance à l'extérieur, c'est juste des ondes. Et ces ondes-là vont frotter les molécules de l'aliment qui ensuite va chauffer. Donc c'est la vapeur de l'aliment, la vapeur du couscous ou des vermicelles ou des spaghettis qu'on a mis dans le micro-ondes qui se dégage et qui s'imprègne dans les parois. Donc maintenant on a un goût de chametz qui a été absorbé par le biais de la vapeur. Certes, ça interdit la vapeur, mais c'est vrai que ça interdit. Mais est-ce que c'est cachérisable aussi avec de la vapeur? Eh bien, le Rov des Poskim vont dire que oui, c'est cachérisable avec de la vapeur. Comme ça a absorbé avec de la vapeur, eh bien, on va extraire le goût avec de la vapeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bol, on met dedans de l'eau et on met à bouillir pendant un quart d'heure que la vapeur aille extraire tout le goût du chametz qu'il y a là-dedans. Évidemment, le micro-ondes, il faut bien nettoyer, c'est le plus dur. C'est bien le nettoyer avant la cachérisation à la vapeur et de préférence, si on peut mettre un goût qui est mauvais dedans, du savon, pas de la javel. La javel, c'est très dangereux dans le micro-ondes. Il y a ceux qui préconisent de mettre un peu de liquide, de savon liquide, mais ce n'est pas indispensable. Mais le plus important, écoutez bien, le plus important, c'est que pendant Pessah, lorsqu'on va l'utiliser, on va le couvrir. On va couvrir le plat. Par exemple, prenez une barquette en plastique, un tupperware, vous recouvrez avec un couvercle, dedans, le plat chauffe, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Il va y avoir le goût du chametz des parois qui va revenir dans le plat cachère de Pessah. Par où il va passer? Il ne peut pas passer, puisque c'est fermé. Et on a déjà dit que le micro-ondes, ça marche avec des ondes. Il n'y a pas de vapeur à l'extérieur. La vapeur, elle provient du plat. Mais si le plat, il est couvert, si la boîte, elle est fermée hermétiquement, il n'y a pas de vapeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Une double fermeture. D'abord, tu as ton, comment on appelle ça, ton plat qui est fermé. Après, tu mets dans un sac plastique. Tu es sûr qu'il n'y aura aucune vapeur qui va sortir à l'extérieur. Et là, tu es tranquille. Donc, on a fait 3 choses. Uno, on a nettoyé le micro-ondes et on l'a cachérisé avec de la vapeur pendant un quart d'heure où on a laissé l'eau bouillir à l'intérieur avec de la vapeur pour bien cachériser. Deuxièmement, les plats pendant Pessah qu'on a mis, ils étaient couverts avec un premier couvercle et de préférence, parce que parfois le couvercle, il saute. En cuisant, la vapeur, elle fait sauter le couvercle. Pour être sûr, tu mets dedans un sac plastique, tu mets le plat dans un sac plastique, tu es fermé. Même si le couvercle il saute, il n'y aura pas de vapeur qui va se dégager à l'extérieur. Et là, tu n'as plus aucun problème. D'ailleurs, c'est le conseil que l'on donne à des gens qui travaillent dans des milieux non juifs et il y a un seul micro-ondes pour réchauffer leur tupperware ou leur aliment. Eh bien, si toi, tu as ton tupperware avec un sac plastique, tu peux mettre dans le micro-ondes des goïms, il n'y a aucun souci. Voilà, Rabotaï, pour ce qui en était de la halakha, et on va conclure avec une idée
Demain, on la développera davantage parce que je pense qu'aujourd'hui, je vous ai pris beaucoup de temps. Alors, je vais dire juste, par rapport à la gala, c'est pour cachériser le keli, retirer le goût du chametz. Le chametz représente le yetzer hara, le mauvais penchant. C'est comme ça que le Radbaz nous explique que la Torah était extrêmement rigoureuse et stricte vis-à-vis du chametz, car ça représente le ferment du cœur, le yetzer hara. Le yetzer hara, lui, il faut d'abord l'extraire du cœur pour faire la place à la Torah, pour faire la place à la Kedusha. On ne peut pas manger de la matzah, cacher la Pesach, si on n'a pas cachérisé d'abord le Keli Chametz. Tu ne peux pas mettre de la matzah sur du Chametz. Tu ne peux pas mettre du kasher sur du taref. D'abord, tu cachérises. Et ensuite, tu mets dedans, sur du nickel, sur du propre, tu mettras quelque chose de positif, de bon. La même chose. Comme la cachérisation, c'est d'abord de retirer le goût du chametz, et ensuite on peut mettre du plat kasher, la matzah, du kasher, la pessa, ainsi du cœur. Il faut extraire le yetzer hara pour faire la place à toute la kedusha, pour qu'elle puisse se construire à l'intérieur de l'homme. Sourmera, varasetov, nous dit David Améler. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Kadesh urhat. Karpas, qu'est-ce que c'est? Kadesh. Kadesh, c'est quoi Kadesh? Kiddush. Te sanctifier. Je veux dire dans la manière allusive. Kiddush, évidemment, Kadesh, c'est Kiddush. Urhat, c'est Netilat Yadaim. Karpas, c'est manger le céleri. Mais maintenant, je vais le dire de manière dracha. Kadesh, c'est se sanctifier. Comment? Urhat. Va d'abord te laver les mains. On voit aujourd'hui, à cause du coronavirus, se laver les mains. Ne pas laisser même pas un virus invisible s'approcher des mains. Le yetzer hara, même invisible, ne le laisse pas s'approcher. Lave-toi du yetzer hara, lave-toi du yetzer hara. Karpas, c'est les initiales de 4 mots. Kaf, Resh, Pe, Samer, c'est Klal, Rishon, Pe, Sagour. Première règle, ferme la bouche. Pas de yetzer hara. Si on ferme la bouche et on fait attention à ce qui rentre dans notre bouche, que du kasher, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Pas de la lachon hara, eh bien là, on est tranquille. On sait qu'on va évoluer dans la kedusha. Voilà comment le seder de Pessah nous permettra d'évoluer et de grandir dans la kedusha. Chazak ou Baruch, Rabbeinu. Chazak ou Baruch. Alors, je ne sais pas. C'était dans le micro. On n'a plus. On n'a plus. Vous êtes avec moi? On attend. Vous entendez? Alors, voilà, Mina Shama, la batterie atteint son équipement. Donc, Mina Shama, heureusement, que ça a été minuté à la seconde près. En tout cas, je vous souhaite que de très, très bonnes nouvelles et qu'on continue ensemble à étudier la Torah et faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et lui demander que par le mérite de tous ses efforts pour l'étude de sa Torah, sa sainte Torah, il ait pitié du Ham Israël et qu'il déverse la miséricorde et que, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que des Besorot, Tovot, Yeshurot,